La monnaie, qu'est-ce que c'est au fond? Juste du papier, des chiffres sur un écran? On pourrait le croire. Et pourtant, la réponse à cette question est au cœur d'un des plus grands débats en économie, un débat qui dure depuis des siècles. Et oui, cette seule question a littéralement divisé les économistes en deux camps pendant plus de 200 ans. Et la réponse, elle a un impact direct sur notre quotidien, sur l'inflation, sur l'emploi, sur tout en fait. Pour bien comprendre d'où ça vient, il faut remonter un peu dans le temps aux origines de la pensée économique moderne. Alors, commençons par le début. La première grande école de pensée, c'est celle des économistes qu'on appelle les classiques. On parle ici de grands noms comme Adam Smith ou David Ricardo. Pour ces économistes, l'idée est assez simple. La monnaie, c'est juste un voile, c'est une image. Ça veut dire que c'est un outil super pratique qui facilite les échanges de biens et de services, mais ça ne change rien à l'économie réelle. Ça la recouvre sans la transformer. Et le pilier de cette vision, c'est cette fameuse loi d'un économiste français, Jean-Baptiste Say, l'offre crée sa propre demande. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est simple. En produisant des biens, une entreprise distribue des revenus, des salaires, qui permettent ensuite d'acheter ces mêmes biens. C'est un circuit qui s'auto-alimente. Dans cette logique, une crise de surproduction généralisée, c'est tout simplement impossible. On a une autre image qui marche très bien pour ça, c'est celle de l'huile dans un moteur. L'huile, elle est indispensable pour que tout fonctionne bien, pour que les pièces glissent sans problème, mais elle ne rend pas le moteur plus puissant. Eh bien, pour les classiques, la monnaie, c'est exactement ça. Elle fluidifie l'économie, mais ne la fait pas tourner plus vite. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est que pour ces penseurs, si on se met à imprimer plus de billets, ça ne va pas magiquement rendre le pays plus riche ou créer des emplois. Non. La seule conséquence, c'est que les prix vont augmenter. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et cette idée, elle n'est pas restée juste une idée en l'air. Un économiste américain, Irving Fisher, l'a formalisée avec une équation devenue très célèbre pour la prouver mathématiquement. Alors, cette équation, la voici. M fois V égale P fois T. Décortiquons ça rapidement. D'un côté, on a la sphère monétaire. M, c'est la masse monétaire, toute la monnaie qui circule. V, c'est la vitesse de circulation, c'est-à-dire à quelle fréquence une unité monétaire change de main. De l'autre côté, on a P, le niveau général des prix, et T, le volume des transactions, qui représente en gros l'économie réelle. Le raisonnement des classiques, c'est de dire que V, la vitesse de circulation, et T, le volume de transactions, sont plutôt stables à court terme. Les habitudes des gens ne changent pas du jour au lendemain, et la production non plus. Donc, si V et T ne bougent pas, et qu'on augmente M, la quantité de monnaie, que se passe-t-il? Mécaniquement, c'est P, les prix, qui doit augmenter en proportion. La démonstration est assez simple. Plus de monnaie, c'est juste des prix plus élevés. Bon, cette vision d'une économie qui s'équilibre toute seule, c'est beau sur le papier. Mais elle va se heurter de plein fouet à la réalité brutale de la Grande Dépression des années 30. Et c'est au cœur de cette crise sans précédent qu'un économiste va tout remettre en question. Son nom, John Maynard Keynes. Keynes, lui, va dire « Attendez, on oublie quelque chose d'essentiel, la psychologie humaine ». Il soutient que dans un monde incertain, où on a peur de l'avenir, la monnaie devient bien plus qu'un simple moyen d'échange. Le désir de la conserver peut tout changer. Il identifie 3 raisons pour lesquelles on veut détenir de la monnaie. La première, le motif de transaction. On garde de l'argent pour nos achats quotidiens. Mais Keynes en ajoute 2 autres, et c'est ça la révolution. Le motif de précaution. On garde de l'argent de côté au cas où, pour un coup dur. Et le motif de spéculation. On attend le bon moment pour investir. Ces 2 motifs, ce sont des fuites dans le circuit économique. C'est de l'argent qui dort, et ça peut gripper la machine. Et voilà le lien crucial. Ce désir de garder de la monnaie relie le monde monétaire au monde réel à travers une variable clé, le taux d'intérêt. Pour Keynes, le taux d'intérêt, ce n'est pas juste le prix qui équilibre l'épargne et l'investissement. Non, c'est le prix de la monnaie. C'est ce que ça coûte de renoncer à son argent liquide. Et là, on voit comment la monnaie devient une force active. C'est toute une chaîne. La banque centrale change la quantité de monnaie, ça fait bouger le taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, il influence le coût d'un prêt pour une entreprise. Et si les entreprises investissent plus ou moins, ça a un impact direct sur la production et donc sur l'emploi. La boucle est bouclée. On est bien loin du simple voile. L'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Le débat entre classiques et keynésiens a fait rage. Et puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, une nouvelle école de pensée est apparue, proposant une sorte de voie médiane, le monétarisme. Le chef de file de ce courant, c'est l'économiste Milton Friedman. Et avec les monétaristes, il va proposer une vision plus nuancée, qui va un peu réconcilier les 2 approches en introduisant une dimension temporelle.
Alors, que dit Friedman? Il dit que oui, la politique monétaire peut avoir des effets réels. Mais attention, seulement à court terme. Pourquoi? À cause de ce qu'il appelle l'illusion monétaire. En gros, si on injecte de la monnaie, au début les gens se sentent plus riches, ils dépensent plus et l'économie repart. Mais cet effet s'estompe vite dès qu'ils réalisent que les prix ont grimpé aussi. À long terme, on revient à la conclusion des classiques. Bon, tout ça peut sembler un peu théorique. Mais alors pourquoi est-ce que ce débat est encore aussi important aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'il est à la base de toutes les décisions de politique économique actuelles. Tout dépend de la réponse à la question de départ. Si on pense que la monnaie est un voile, alors la meilleure chose à faire, c'est de laisser le marché s'autoréguler. Toute intervention ne créerait que de l'inflation. En revanche, si on pense que la monnaie est une force active, alors elle devient un outil puissant pour combattre une récession. Deux visions, deux stratégies radicalement opposées. Ce débat n'a donc rien d'historique. Il est au cœur de l'actualité. Quand les banques centrales décident de baisser leurs taux pour éviter une récession ou de les augmenter pour calmer l'inflation, de quelle théorie s'inspirent-elles? La question reste ouverte, mais une chose est sûre, la réponse façonne le monde économique dans lequel on vit. Merci d'avoir suivi cette analyse.